C'est comme avoir un énorme fardeau sur les épaules. Il y avait quand même quelque chose qui planait, quelque chose d'un peu fantomatique, de menaçant, d'inquiétant. On m'a dit que c'était vraiment quelqu'un de bien et que je pouvais être fier de lui, en tout cas. Mon père n'a jamais été un héros pour moi. Je ne l'ai jamais connu. Il était inexistant, puisque vraiment on n'en parlait jamais. Il était dans la Gestapo, avec les SS. C'était un fanatique. Ce jour-là, j'ai appris que mon grand-père était résistant. Je savais qu'il avait été collaborateur, qu'il avait dû dénoncer des gens. Comment faire face à l'histoire de nos parents ou grands-parents, qu'elle soit héroïque ou révoltante? Faut-il affronter les secrets ou les ignorer? Mon point de vue, c'est qu'il faut regarder les choses en face. Je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Je regrette de n'avoir jamais pu lui en parler. C'était leur père, leur grand-père. Ils veulent tout connaître de leur histoire familiale. Grégory Sellers organise des visites sur les champs de bataille de Flandre et d'Artois. Passionné par la Seconde Guerre mondiale, il vient de publier un livre sur l'histoire de la Gestapo dans le nord de la France. Pour 3 familles, françaises, allemandes et américaines, c'est le passé qui ressurgit brutalement. En 1933, Adolf Hitler devient chancelier d'Allemagne. Après l'invasion de l'Autriche en 1938, puis de la Pologne en 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Hitler avait les idées très claires par rapport à l'Est. Il voyait la Pologne, l'Union soviétique, les pays baltes comme un réservoir d'espace, comme un lieu également où soumettre les Slaves et les Juifs, fût-ce en les détruisant. Par rapport à l'Europe de l'Ouest, il avait des idées beaucoup moins claires et sa politique d'ailleurs a un petit peu fluctué. Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la Belgique et les Pays-Bas. Les armées belges et néerlandaises capitulent. Françaises et britanniques se replient en France. Encerclée à Lille, une partie des troupes alliées résiste face à l'envahisseur nazi. À court de munitions, elles se rendent le 1er juin 1940. De l'autre côté de l'Atlantique, Aiken, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Après 30 ans passés à Porto Rico, Karine Cole a posé ses valises. Je suis née à Nurembourg, une petite ville près du Danube, en 1941. Karine Cole a conservé la nationalité allemande. Son père, Kurt Cole, est mort à Lille quand elle avait 2 ans. Ma mère n'a jamais parlé de lui parce que je sais qu'elle était contre le régime et qu'elle se demandait toujours ce qu'il adviendrait de leur mariage quand il rentrerait. Parce que je crois qu'elle était horrifiée par ce qui se passait. Je savais peu de choses de mon père. J'avais des photos. On me disait qu'il était très intelligent, que c'était un fanatique, qu'il était convaincu d'agir avec raison.
J'étais bien consciente qu'il était en France. Je croyais que c'était à Paris. J'ignorais que c'était Lille et qu'il travaillait pour la Gestapo contre la résistance. Et après que mon père fut tué, ma mère est allée à Nurembourg pour être avec sa mère. Et je crois que mon beau-père, que ma mère a rencontré quand j'avais 8 ans, était très opposé au régime lui aussi. Alors je pense que c'est en partie pour ça que nous ne parlions pas de mon père. Je me souviens que quand ma mère est décédée, j'ai pensé qu'il y avait tant de questions que je n'ai jamais posées. À 69 ans, Karine Cole veut en savoir plus sur ce père méconnu. Sur Internet, elle apprend que son père était réputé à Lille pour être l'un des plus redoutables enquêteurs de la SIPO-SD, l'impitoyable Gestapo. Je suis à Berlin depuis 1976 et j'étais enseignante dans un établissement allemand. Marie-Claude Flug est française, d'origine lilloise. Aujourd'hui retraitée, elle est guide bénévole pour un festival près de Berlin. C'est à la fois la musique, la rencontre et aussi le passé. Et moi, je m'occupe surtout du passé. Deportiert am 2.4.42. Ce sont des pavés qui ont été mis pour commémorer le fait que des Juifs ont habité dans cette maison et ont été déportés. Le devoir de mémoire sur un trottoir de Berlin. Le passé nazi, omniprésent dans la ville. La Seconde Guerre mondiale dans les mémoires. Juden werden aus Gesangverein ausgeschlossen. Ça veut dire les Juifs sont exclus des chorales. Ma mère a voulu faire des recherches sur son père. Marcel Denecq était un collaborateur et malheureusement, on savait très très peu de choses précises sur lui parce que c'était un sujet qui avait été complètement dont on ne parlait pas. Marie-Claude Flug est la petite fille de Marcel Denecq, l'une des figures les plus énigmatiques de la collaboration nordiste. Avec sa mère Simone, elle replonge dans la vie secrète de son grand-père. Apprendre à vivre avec ses fantômes. Anne Ancelin Schutzenberger l'a étudié toute sa vie. Dans les années 70, cette grande dame de la psychanalyse a inventé la psychogénéalogie pour guérir les blessures familiales. Il y avait un poète qui disait « On ne chante bien que dans les branches de son arbre généalogique ». Et je pense, comme lui, que c'est très important de savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Et je ne vois pas comment on peut faire autrement. Je suis natif de Boulogne-sur-Mer, et plus exactement de Wimereux, dans le Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, j'habite Paris. J'ai appris que mon grand-père était résistant. J'avais 12 ans, le jour de ma communion. J'ai entendu simplement ma grand-mère dire « Oh là là, je pense qu'il n'aurait pas été d'accord ». Et j'ai posé la question « Mais vous parlez de qui ?» Et puis ma grand-mère me dit « Écoute, on parle de ton grand-père ». Et là, j'étais un petit peu étonné. Je me suis dit « Tiens, il se passe quelque chose ». Elles se regardaient, ma grand-mère et ma mère. Et elles ont fini par dire « Mais non, ton grand-père, Charles Montador, n'est pas ton vrai grand-père ». Et là, les langues se sont un petit peu déliées. Et c'est comme ça que j'ai appris que mon grand-père était un pur communiste. Ludovic Duquesnoy est l'un des petits-fils de Émile Alain, un résistant qui, à 20 ans, est à la tête d'un groupe franc-tireur partisan, les résistants FTP. Tout ça, ça restait toujours un peu secret. Et moi, je voulais toujours en savoir plus.
Mais en famille, je sentais très bien que c'était un sujet tabou. Parce que ma grand-mère n'osait pas en parler, n'osait pas dire qu'elle avait trompé son propre mari avec Émile Alain. Derrière le visage en noir et blanc, le parcours d'un homme discret au cœur de la guerre. Ludovic Duquesnoy se passionne pour l'histoire de son grand-père. Il retrouve des articles de l'époque. On y parle d'un héros originaire de Calais, auteur de 260 sabotages pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée allemande progresse et repousse les Alliés vers Dunkerque. C'est la débâcle. 350 000 soldats anglais et français sont évacués vers l'Angleterre. Le 16 juin 1940, les Allemands sont à Paris. L'armée française est vaincue, humiliée. Pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais, la situation est catastrophique. À Lille, les Allemands réquisitionnent l'immeuble de la Chambre de commerce pour en faire leur centre de commandement régional. Le 22 juin 1940, l'armistice honteuse est signé. Le Nord-Pas-de-Calais devient une zone interdite. Été 1940, la Gestapo réquisitionne l'immeuble du 4 avenue du Maréchal Leclerc à la Madeleine, près de Lille. Propriétaires et locataires sont expulsés. Les appartements sont transformés en cellules. La police secrète nazie recrute des informateurs français pour infiltrer et démanteler les réseaux de la résistance. Parmi les agents de la Gestapo se distingue un inspecteur originaire de Berlin, Kurt Kohl, un jeune et redoutable enquêteur. Kurt Kohl, le lien entre tous nos personnages. Au cœur de l'histoire, 70 ans plus tard. Pour recruter ses dénonciateurs, Kohl fréquente les bars du centre-ville. Il fait alors la connaissance de Marcel Denecq. Dès juin 1940, cet homme a choisi son camp. Il est au service du contre-espionnage allemand. Pendant la Première Guerre mondiale, Marcel Denecq, alors âgé de 22 ans, fut déjà accusé d'avoir dénoncé Léon Trullin, un jeune patriote, fusillé par les Allemands pour espionnage. Une trahison que Denecq niera toute sa vie. À plus de 80 ans, Simone, la fille de Marcel Denecq, revient sur le passé douloureux de son père. Être la fille de cet homme demeure un tel poids qu'elle souhaite garder l'anonymat. Mon père parlait souvent de Léon Trullin. Et il disait toujours « je me vengerai ». Parce que pour lui, il était innocent et il avait été condamné à tort. Alors moi, ce que j'ai voulu entreprendre quand mon mari est décédé, puisque je ne savais rien, je suis venue à Lille, aux archives municipales avec Marie-Claude, et on a compulsé tous les journaux de l'époque. Moi, ce que j'aurais voulu avoir, c'était le procès de Léon Trullin. Et j'aurais même voulu avoir des contacts, moi, avec la famille Trullin, pour savoir ce qu'ils en pensaient exactement. J'ai les frissons dans le dos, rien d'en parler. Aux archives départementales, Simone et sa fille découvrent que l'accusation de Marcel Denecq se base sur une lettre de Léon Trullin. Pourtant, à l'issue du procès, Denecq fut acquitté. Mais pour ses descendantes, près d'un siècle plus tard, le doute subsiste. Ma mère a commencé à faire des recherches. Elle avait 82 ans.
parce que mon père ne voulait absolument pas qu'on parle de Marcel Denecq. Et on nous avait dit qu'il était disparu à la guerre. Ça veut dire beaucoup de choses, disparu. Et moi, je crois que pour moi, il avait quand même une certaine présence, tout en étant complètement absent, puisque je ne l'ai absolument jamais vu. Mais c'était une présence plutôt fantomatique, si on peut dire. C'était quelque chose qui m'inquiétait, je pense. Le secret est toujours malsain, est toujours un problème. Et quand les gens disent « c'est pour ton bien », qu'on ne te dit pas, ils sont stupides parce qu'ils font plus de mal que de bien avec le secret. Moi, ce que je voulais et ce que je désire toujours, c'est essayer de comprendre comment il en est venu là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à s'infiltrer dans des réseaux de résistance et à dénoncer ses compatriotes. Ce qui m'intéressait, c'est de voir si je trouvais quelque chose qui ne soit pas dit sur lui, mais qu'il dise lui-même. Et aux archives, j'ai trouvé une lettre qu'il a envoyée au juge d'instruction quand il était donc à la prison de Fresnes. Et dans cette lettre, il se plaint. Lui, il n'a absolument rien à voir avec tout ça. Et à la fin de la lettre, il y a un post-scriptum. Et il est question de M. Kolz. M. Kolz, c'est Kohl, de la Gestapo. Alors, je vais vous lire donc ce qu'il écrit sur M. Kolz. M. Kolz, chef de la Gestapo à Lille, était mon ennemi juré. Il me dit que les condamnations pour espionnage, vol et pillage au détriment de l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale m'interdisait mon trafic et que si je lui résistais en le continuant, il me ferait interner en Allemagne. Quand j'ai lu ça, non, je me suis dit, c'est pas possible. Si vous voulez, ça ne correspondait absolument pas à l'idée que je m'étais un peu faite, enfin, à l'image que j'aurais aimé trouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour sur lui-même, il n'y a pas de regret. Il y a seulement des accusations portées contre autrui, mais lui, non. Il est responsable de rien. Voilà. Les collaborateurs, ce sont les hommes et les femmes qui collaborent, c'est-à-dire qui, pratiquement, concrètement, travaillent avec l'Allemagne. Ce qui ne veut pas dire que ces hommes et ces femmes aiment l'Allemagne, ce qui ne veut pas dire que ces hommes et ces femmes éprouvent une quelconque attirance pour le régime nazi. Ce que l'on appelle les collaborationnistes, ce sont en revanche des groupes ou des groupuscules politiques qui, eux, éprouvent une grande admiration pour le nazisme. Bien entendu, ils sont favorables à une collaboration avec l'occupant allemand, mais ils sont également favorables d'une forme de révolution intérieure qui appliquerait les principes du nazisme en France. À 17 ans, j'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre et d'étudier à Londres. J'ai adoré l'Angleterre. Parce que je trouvais que les Anglais étaient vraiment des gens tolérants. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de voyager et je n'ai jamais eu envie de rentrer en Allemagne. Après l'Angleterre, Karine Kohl travaille en Europe, puis dans les îles Vierges, dans les Antilles, où elle rencontre un Cubain, Joaquín Godoy, qui deviendra son mari. Ils auront un fils, Jean-Pierre, avant de partir vivre à Porto Rico. On a vécu là pendant 30 merveilleuses années. On aimait les gens, le climat, les couleurs. Karine Kohl et son mari tombent sous le charme de la petite ville américaine de Aiken. Pendant toutes ces années, elle n'a jamais cherché à en apprendre davantage sur son père. Mais un jour, par le plus grand des hasards, tout bascule. C'était vraiment une histoire incroyable. Parce que mon mari a enregistré un documentaire sur la chanson La Paloma, qui vient de Cuba.
Un chef d'orchestre allemand était interviewé. Il disait que dans les camps de concentration, chaque fois que les femmes et les enfants étaient emmenés vers les chambres à gaz, il devait jouer la paloma. Après la guerre, à chaque fois que son groupe faisait un concert, le public était tellement amoureux de la chanson La Paloma qu'il leur demandait de la jouer. L'intervieweur lui a demandé « Comment faisiez-vous pour jouer avec ces images dans la tête ?» Et le chef d'orchestre a répondu « Eh bien, je mettais juste cette image dans un coin de ma tête. » En entendant ça, j'étais tellement en colère contre lui, en tant qu'être humain et en tant qu'Allemand. Alors au bout de 2 heures, je suis allée sur l'ordinateur pour consulter mes emails. Et j'ai fait une recherche sur le nom de mon père. Et je suis tombée sur un site, Axis History Forum, où un certain Greg Sellers me recherchait. Et je n'en croyais pas mes yeux. Je suis entrée en contact avec lui grâce à un voisin qui connaît mieux Internet. Greg m'a appelé et nous avons parlé pendant 2 heures. C'est Greg qui a ouvert la boîte de Pandore. Et c'est ce que je voulais. Moi, je dis toujours que le passé est têtu. Les faits sont têtus. On ne peut pas changer le passé. On peut seulement, en travaillant, apprendre à accepter qu'il y a du bon et du mauvais dans toutes les familles. Et donc dans la sienne aussi. Simone Denecq aime revenir à Lille, dans sa ville natale. Mais l'ombre du passé plane toujours sur elle. Ma maman était comptable. Elle travaillait à la grande brasserie Excelsior. Mon père, il bricolait, il était camelot, comme il disait, mais ça marchait pas très fort. En tout cas, nous n'avons pas eu de régime de faveur, parce que lui gagnait tellement peu. Moi, j'avais le droit d'aller à l'école l'après-midi seulement, parce que le matin, bon, il y avait la cuisine à faire, le ménage. Mais un après-midi, j'avais 12 ans. On m'enlevait de l'école et je travaillais à la foire commerciale avec lui. Il n'était pas commode, hein. Pour un oui, pour un non, il pique des crises. On en avait une peur bleue. En 1941 à Lille, l'occupant allemand fréquente les restaurants, les cinémas. L'opéra devient un théâtre aux couleurs du Reich. Il est très difficile d'évoquer les débuts de la résistance, tout simplement parce que les résistants, au départ, n'ont jamais été confrontés à une situation aussi radicale que celle qui vient de se produire, c'est-à-dire une défaite écrasante et l'occupation d'une très grande partie du territoire. Donc beaucoup de résistants cherchent la manière dont ils peuvent agir. La première fois que j'ai eu la photo de mon grand-père, j'avais à peu près 21 ans, et je vendais des produits surgelés, et donc pour cela je faisais pas mal de porte-à-porte. Et je travaillais plus principalement à Calais. Je tapais à une porte et la personne a bien voulu me recevoir. Je lui ai demandé la rue et elle me dit « mais nous sommes rue Jean Moulin, vous vous rendez compte, nous sommes rue Jean Moulin ?» Et elle était fascinée par ces résistants. Je lui ai parlé de mon grand-père, je lui ai dit que c'était un Calaisien. Et aussitôt, elle m'a sorti des livres. Elle ouvre les pages devant moi et elle me regarde avec un sourire et me dit voilà, votre grand-père, c'est bien Émile Alain. J'ai dit oui, bien sûr. Donc voilà, j'ai sa photo. Donc évidemment, je lui ai demandé de la regarder. Et pour la première fois, j'ai vu la photo de mon grand-père. Oui. Leurs grands-pères étaient tous les deux dans la Résistance. Ludovic Duquesnoy rencontre le petit-fils de Gaston Lelong, compagnon d'armes d'Émile Alain. Moi, c'est pareil, hein, dans ma jeunesse, je n'arrêtais pas d'y penser. Et toi, ta mère t'en parlait aussi, non? Elle m'en parlait, mais bon, elle n'avait pas beaucoup d'éléments. Vraiment pas beaucoup. C'est pas évident, après, hein, de retrouver tout ça. Bah oui, c'est pas facile. Hein. C'est là? Ouais, c'est là. Ah ouais, ça a changé.
Ouais, c'est toujours ensemble. Toujours côte à côte. Côte à côte. Du début jusqu'à la fin. Ah. Je pensais pas qu'un jour on aurait fait un truc pareil. C'est de la folie. C'est incroyable. Mais tout ça, c'est parti de rien. Enfin, je te raconterai tout ça. Janvier 1942. Les contingents allemands venus du front de l'Est s'installent sur la côte de la Manche. Pendant ce temps-là, les nazis planifient la solution finale. Le système nazi est un système racial puisqu'il considère qu'il y a une hiérarchie des races et à partir du moment où les Aryens dominent, les autres doivent être réduits en esclavage, voire voués à la destruction. Les Juifs ont été placés dans une situation extrêmement délicate en raison de la politique antisémite suivie de sa propre initiative par le régime de Vichy. Toute une partie de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté juive a au départ espéré que Pétain protégerait les Juifs, et notamment les Juifs français, et notamment les anciens combattants. C'était là une illusion. Alors là, la photo de famille de mes grands-parents, prise à l'occasion du mariage d'un des enfants. 1, 2, 3, 4 déportés là-dedans. Un sur les 4 déportés est revenu. Arrêté dans le Nord, envoyé à Brendonck, où il est mort, la tête explosée sur le mur de la cour par l'officier commandant la forteresse. Voilà la nuit de cristal. Mon père a ramené en France ses 2 nièces qui ont passé, pour l'une, toute la guerre avec nous, et l'autre, malheureusement, a été déportée. Mais elle est revenue. Elle est incapable de faire une valise. Parce que faire une valise, c'est partir à Auschwitz. Elle a une fille qui a les mêmes problèmes. Une fille qui est aujourd'hui ingénieure polytechnique, qui est maman d'une gamine de 12-13 ans, mais qui a, qui a des problèmes psychologiques. Ça, c'est la photo de la classe de 8e du lycée Faidherbe, avec Micheline Techler. Et au-dessus, l'ange gardien, c'est-à-dire moi. Elle s'est trouvée dans le camion qu'un forain avait rempli de juifs. Ce forain qui se disait ami des juifs, et entre parenthèses, connaissait quelques mots de yiddish, était un félon. Je ne le nomme pas. Cet homme qui a proposé à ses amis juifs de se réfugier en zone libre est en fait un agent infiltré de Kurt Kohl. Le 24 juillet 1942, ceux qui l'ont cru sont arrêtés à Lille par Kohl et ses hommes. Emmenés à la prison de Loos, tous seront déportés et exterminés. Vous savez ce que c'est, ça? Force française libre. Ça, c'est mon père, et puis ça, c'est moi. Dans la famille Dallandre, on est résistant de père en fils. En 1914 déjà, le père d'Edgar s'engage pour défendre sa patrie. Voilà, c'est mon père ici. J'ai 11 ans. Là, c'est moi quand je suis étudiant avec ma paluche. Vous avez les deux en même temps, là. Dès 40, il est mobilisé au chemin de fer. Grâce à cet emploi, le père d'Edgar repère les emplacements des blocos et les transmet à la résistance. Il rentre en contact avec un responsable chargé de lancer l'OCM. Voilà l'organigramme. L'OCM, l'organisation civile et militaire, est un des mouvements de la résistance. Eugène Dallandre en devient le chef régional, chargé du rapatriement des pilotes de la Royal Air Force. Durant l'été 1942, au siège de la Gestapo, dans les jardins des maisons bourgeoises, les agents s'offrent du bon temps. Pendant ce temps-là, un nouveau commandant encourage la torture.
Pour interroger les prisonniers, Kurt Cole et ses collègues utilisent la matraque électrique et font subir le supplice de la baignoire. Voici l'île, et tous les hommes sont encore... Été 1943, la course Bruxelles-Paris. La foule du Parc des Princes acclame le vainqueur Marcel Kindt. À la même période, 650 000 jeunes gens sont envoyés de force en Allemagne pour accomplir le service du travail obligatoire, le STO. Ceux qui refusent rejoignent la résistance. Un réseau de résistance vise 3 buts. Premier but, exfiltrer les soldats ou les combattants alliés. Seconde mission, des missions de sabotage. Et puis le troisième élément, une action de collecte de renseignements, d'espionnage, c'est-à-dire qu'un réseau est nécessairement lié à Londres. Ce qui n'est pas le cas d'un mouvement. Un mouvement de résistance, lui, veut agir sur l'opinion publique pour l'informer, en l'informant, la convaincre, et en la convainquant, eh bien, essayer de la mobiliser. Papa faisait de la résistance. Il a été un des premiers à sortir la voie du Nord et il a été arrêté dans cette maison par Cole. Ils l'ont embarqué en voiture, il a eu droit de prendre juste une couverture. Je vois encore maman lui descendant une couverture et papa est parti sa couverture sous le bras. Et même maman nous a tous rassemblés là, à cette porte, en nous disant « Regardez bien votre père, vous ne savez pas ce qu'il en adviendra ». Juillet 1943, la Gestapo a investi 2 immeubles mitoyens, rue François de Batz à la Madeleine. Le réseau de collaborateurs est parfaitement opérationnel. La famille Dallandre est dénoncée par Marcel Denecq. Ça s'est passé brutalement à 5h30 du matin. On a frappé à la porte, la police allemande, ouvrez, ouvrez. Mon père me dit, c'est les Boches, hein, fous le camp. J'enfile mes souliers et un pantalon et je file vers la cour. Et quand j'arrive dans la cour, il y a 2 Allemands en tenue qui étaient dans le haut des murs et puis qui rigolent en me voyant. Et puis ils ont des mitraillettes dirigées sur moi. Et bon, ben ça y est, c'est pas la peine d'insister. Et je reviens vers la pièce où je trouve mon père alors plaqué au mur, le visage contre le mur avec les mains, et puis ils sont en train de le tabasser. Et ma mère qui hurle en disant « Pourquoi vous faites ça ? Il est innocent. » Et il y a Cole qui est là. Hein, ils sont à 3 civils. Enfin, j'ai su après que c'était Cole, bien sûr. Puis il y en a 2 qui fouillent la maison. Alors là, c'est tout en l'air. Et puis alors, ça y est, on est séparés tout de suite. C'est la seule fois où je vais voir mon père. Hein. Je ne le verrai plus après. Hein. Et puis moi, je suis embarqué à Los. C'est là où il vivait. C'est celui-là, non? Oui, tout à fait. Est-ce que la Gestapo en a pris le contrôle? Oui. Tout le bâtiment? Oui, la façade est exactement la même. Sur les traces de son père, Karine Cole a traversé l'Atlantique avec son fils. Alors mon père était à quel étage? Au 2e étage. C'est comme si je rendais visite à un fantôme, non? C'est énorme d'être là. Je n'aurais jamais imaginé que je me trouverais devant ce bâtiment. Quand tu regardes cet immeuble, ça rend les choses concrètes. Incroyable. Et ça fait 70 ans. Pendant les semaines qui suivent son arrestation, Edgar Dallandre sera interrogé dans cet immeuble par Kurt Cole. On venait me chercher à la prison et on m'emmenait rue François de Batz. C'était le matin et on était interrogés dans l'après-midi. C'est peut-être pas question de manger ni tout ça. Et dans un des garages, il y avait 2 cellules. Moi, j'en ai connu qu'une, mais où j'ai encore les dimensions là, sur les bras. C'était 0,80 m sur 0,80 m. Vous étiez donc obligé de rester debout. C'était une mise en condition, ça. Hein. On vous fatiguait d'abord avant de vous interroger. Edgar Dallandre n'a pas été torturé, mais son père et ses compagnons de cellule ont connu un tout autre sort. Incroyable. J'ai un ami qui est allé rue François de Batz
au 2e étage. Parce qu'au 1er étage, c'était là où on interrogeait les gens gentiment, comme moi, là. Mais au 2e et 3e étage, surtout le 3e, c'était les salles de torture. Mon camarade avait eu ce qu'ils appelaient le chapeau à cirer, je sais pas quoi, enfin c'était une bande qu'il mettait sur le front et puis il cirait la vis. Et mon copain, il dit, je tombais dans les pommes et je ne demandais que ça, c'est de tomber dans les pommes. Voilà comment ça se passait, rue François de Batz. Le fantôme de l'histoire. C'est ce que je sens ici, le fantôme de mon père. C'est une émotion que je n'aurais jamais imaginé éprouver. Être ici. On ne peut pas pardonner l'impardonnable. Et les tortures, un grand nombre de drames sont impardonnables. Je ne vois pas comment on peut pardonner l'impardonnable. Non. Le vivre avec, oui. Bonjour. Bonjour Ludovic, ça va bien? Ça va bien toi? Ouais, ça va, ça va. Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer. Au cœur des archives, des journaux de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je vais te montrer, c'est surtout la ligne éditoriale du journal. Le Télégramme était un quotidien collaborationniste. Derrière les masques, Émile Alain et ses copains. Ma grand-mère me disait souvent qu'il savait qu'il n'allait pas voir la fin de la guerre. Et c'était une tête brûlée. Il attaquait les commissariats pour piquer les tickets d'ravitaillement. Pour les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, les familles avec plusieurs enfants, donc il donnait les tickets de ravitaillement. Oui, en effet, pour moi, c'était un peu comme un Robin des Bois. La résistance est parfois amenée à cambrioler des bureaux de tabac, des commerçants. Et donc, il y a, dirions-nous aujourd'hui, une forme d'insécurité qui est provoquée par la nécessité de la résistance à se ravitailler, qui est parfois très mal vécue sur un plan local. Le commando de résistants ne se limite pas au cambriolage. Le 12 septembre 1943, ils abattent le rédacteur en chef du Télégramme. 2 semaines plus tard, ils attaquent le commissariat de Boulogne-sur-Mer. Pourchassés par les polices françaises et allemandes, Émile Alain et les 5 autres résistants se réfugient à Lille pour se faire oublier. Les destins de leurs aïeux se sont croisés il y a 70 ans. Aujourd'hui, les descendants de l'inspecteur de la Gestapo et du collaborateur se rencontrent au musée de la Résistance de Bondu. Alors on a ici les photos de tous les membres de la Résistance qui ont été tués par les Allemands, et en particulier Eugène Dallandre, qui a été arrêté par votre père, et ils ont été exécutés ici, dans la cour d'honneur. Toute la zone du fort était interdite au public. Mais les gens du voisinage entendaient des coups de feu de temps en temps. Et la population, à la Libération, ils rentrent pour voir et ils découvrent des tombes. Moi, je viens de rentrer de captivité et quand j'arrive, on me dit, écoute, viens tout de suite à Bondu. On a trouvé la tombe de ton père. Edgar est venu ici avec sa mère pour reconnaître le corps de son père. Je reconnais mon père, là. Tenez, voilà. Voilà Bondu. Et il y avait à un endroit 2 poteaux complètement déchiquetés. C'était à l'endroit où les gens étaient fusillés. Et ils avaient mis 2 pierres blanches là. Edgar Dallandre n'a pas souhaité rencontrer les descendants de Kurt Kohl. Non. Ça n'a rien à faire. Je pense que... Non, je vais revivre tout ce que j'ai vécu. Hein. J'ai 92 ans, je perds la mémoire, mais là, minute par minute, je m'en souviens. Hein.
Ça a été gravé jusqu'à ma mort, hein, c'est pas de problème. Hein. Le jour de l'exécution d'Eugène Dallandre, Émile Alain vit dans la clandestinité à Lille. 2 jours plus tard, il est arrêté par Kurt Kohl. Jamais il n'aurait cru se rencontrer. Karine et son fils, descendants du nazi Kurt Kohl, et Ludovic, petit-fils du résistant Émile Alain. C'est ici, donc le 29 décembre 1943, que la Gestapo, Kurt Kohl et ses collègues sont arrivés, avec Émile Alain qui était menotté. Les 2 collègues de Kurt Kohl ont emmené Émile Alain à l'étage, qui était toujours menotté, pour pouvoir faire une perquisition. Kurt Kohl a décidé de rester dans le café et de vérifier les identités de toutes les personnes. Kurt Kohl demande ses papiers à un homme, l'un des membres du commando d'Émile Alain. Un bruit de bagarre éclate à l'étage. Kurt Kohl se précipite dans l'escalier. Kurt Kohl est tué. Émile Alain et ses compagnons parviennent à s'enfuir, mais la Gestapo les arrête quelques jours plus tard. Mon grand-père était ici. Après son arrestation à Lille, il a été questionné et torturé dans cette prison de Los. Quand je pense qu'ils étaient tous là... En tout, 7 à 800 résistants sont arrêtés par la Gestapo de Lille. J'ai su qu'il a été torturé dans cette prison grâce au témoignage de sa femme. Elle m'a raconté que les Allemands l'ont fait venir ici pour lui demander ce qu'elle savait de son mari. Et ils lui ont fait écouter par un trou qui menait justement à la pièce de torture. Et là, elle a tout entendu. Et elle a reconnu les cris de son mari. Cellule 216. Là, c'est ici où Émile Alain, mon grand-père, était enfermé pendant près de 2 mois. Devant le tribunal militaire allemand de Lille, Émile Alain et ses copains résistants sont condamnés à mort. Déportés en Belgique au fort de Brendonck, ils y seront pendus le 3 mars 1944. Pourtant, à ce jour, aucune trace officielle ne reconnaît leur sacrifice. Ça fait des années que je recherche des documents qui prouvent que mon grand-père et les autres ont été exécutés par pendaison au fort de Brendonck. Et là, ça y est, leurs noms vont figurer sur une plaque commémorative au fort de Brendonck et vraiment j'en suis fier. Kurt Kohl et Émile Alain sont morts, mais Marcel Denecq sévit toujours. Le 1er avril 1944, des résistants font dérailler un train allemand en gare d'Ascq près de Lille. Aucun blessé, mais en représailles, 86 civils innocents sont exécutés par les SS. L'un des grands massacres de la Seconde Guerre mondiale. Quelques jours plus tard, grâce aux informations de Denecq, les membres du groupe d'Ascq sont arrêtés. Quand j'ai appris vraiment des détails sur le massacre d'Ascq et sur le rôle qu'après ce massacre, Marcel Denecq a joué, pour moi, ça a été vraiment un choc. Alors que vraiment, beaucoup de gens ici dans la région, y compris des gens qui étaient plutôt du côté de Pétain et tout ça, ont été extrêmement émus et indignés par le massacre. Comment se fait-il qu'aussitôt après, il continue comme ça et puis il va s'infiltrer puis dénoncer ce groupe? Quand j'ai lu ça, si vous voulez, là j'étais absolument choquée.
Les Allemands ont toujours essayé de réprimer l'armée des ombres. Cette répression, loin de s'atténuer en 1944, au contraire, s'intensifie parce que les Allemands savent que ce qu'ils appellent l'invasion est proche, et donc qu'ils ne veulent absolument pas se trouver en situation de vulnérabilité. Pour préparer le débarquement, l'aviation alliée bombarde les lieux stratégiques. Dans la nuit du 9 au 10 avril 1944, la gare de l'Homme est détruite, faisant près de 600 morts et 1 millier de blessés. La peur de la population est exploitée par la propagande. À la fin de la guerre, mon père est parti en Allemagne. Et il a dit, vous direz que je suis parti à Saint-Quentin, que ma sœur est malade. Quand il était parti, on a vu les Allemands partir, un défilé qui pouvait faire presque 1 kilomètre. Le 3 septembre 1944, les Lillois accueillent les Anglais en triomphe. On a eu une perquisition tout de suite après la libération. J'ai été interrogée, qu'est-ce que je savais, où pouvait-il être, mais que voulez-vous que je réponde, j'en savais rien. Après la guerre, Simone Denecq se marie et change de nom. Mon mari avait eu beaucoup de courage de m'épouser en sachant ce qu'il savait. On était surveillés parce qu'il voulait le retrouver. Au moins, il ne me manquait pas. Hein. On se demandait où il était, c'est tout. Je l'ai rencontré avant qu'il soit arrêté, peut-être 1 ou 2 ans avant. On faisait une pause, mon mari et moi, devant la bourse. Et puis je l'ai croisé. Et lui, il m'a manifestement pas vu. Hein. Mais moi, je l'ai reconnu. Habillé de la même façon, il portait toujours un béret. Un petit béret, quelconque. Et ça, j'oublierai jamais non plus l'effet que ça peut faire. Marcel Denecq est arrêté à Lille et jugé en mars 1966. Condamné à mort par la Cour de sûreté de l'État, il meurt en détention quelques mois plus tard. Et pour vous aussi, c'est beaucoup d'informations ? Certainement moins d'informations. J'ai toujours su qui était mon grand-père. Ich möchte gerne wissen, wie er sich fühlt, dass er mich jetzt trifft. Weil für mich, ich bin traurig. Ich auch. Du auch? Ja. Elle voudrait savoir comment c'est pour vous de la rencontrer, parce que pour elle, elle est triste ici. Et je dois dire que moi aussi, je suis vraiment triste. On est tous très émus. Et en même temps, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. C'est vraiment important de connaître le passé, de le comprendre, pour éviter que cela se reproduise à l'avenir. Les gens vont me raconter leur enfance et tout ça, et moi, que voulez-vous que je dise? Je veux pas raconter l'histoire, je la garde pour moi. Moi, je vois qu'une chose, il faut subir, et puis c'est tout. Il vaut mieux dire la vérité. Ce qu'on ne dit pas revient en force et fait du mal. Et qu'on ait été dans ceux qui ont tué, ou ceux qui ont été tués, on en porte les conséquences, même beaucoup de générations plus tard. Les fantômes, chacun le sait, et ils n'aiment pas du tout la lumière. Alors si on met en lumière ce qui s'est passé vraiment, les fantômes peuvent se dissiper. Ce qui est très important, c'est de dire les choses ont été comme ça. Elles ont eu lieu
et on les connaît, on est allé voir de près et on ne se contente pas de fantômes, mais on y met de la réalité. Et on va voir ce qui s'est passé. Pour moi, c'est déjà très important, ça. Et peut-être que ça permet d'avancer quand même. Quand j'ai rencontré Karine, j'avais envie de prendre ses mains et de lui parler, tout simplement. Son père a rencontré mon grand-père et de se retrouver tous les deux avec un autre regard sur la vie, en tout cas. Mais c'est pour cela que oui, ça nous a fait du bien. Si je n'avais pas rencontré, je pense que j'aurais manqué quelque chose. J'ai appris à accepter le passé. J'ai presque tourné la page. Parce qu'en venant ici, mon père est devenu une réalité. Et maintenant, je pense que le chapitre de mon père est refermé. Je me sens mieux d'avoir retracé sa vie. Et d'une certaine manière, je suis heureuse d'avoir été capable de voir cet endroit. J'ai été très heureuse, vraiment très heureuse d'avoir rencontré Ludovic. Parce que cela m'a aussi montré que même aujourd'hui, après les horreurs de la guerre, on pouvait se rencontrer et en parler.